Bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter la formation de Master 1 en droit fiscal et vie de l'entreprise et vous parler bien évidemment aussi du Master 2 droit ingénierie fiscale. J'excuse mon collègue et co-directeur Simon Daragon qui n'a pas pu se joindre à nous, mais l'essentiel c'est qu'au moins des deux co-directeurs soient présents. Alors qu'est-ce que l'on peut dire sur le Master droit fiscal et vie de l'entreprise? Ouais. Alors, premier élément, c'est concernant le Master 1, c'est bien évidemment une année de transition entre la licence 3 dans lequel je pense vous êtes tous et le Master 2 qui constitue le stade ultime d'une formation ici à la Cato et ailleurs. Alors, le mode de fonctionnement Master 1 est à peu près similaire à celui de la licence, c'est-à-dire des cours qui sont bloqués à des horaires bien précises, avec des TE, avec un certain nombre de rendez-vous, hein, du lundi jusqu'au vendredi dans la plupart des cas. Alors bien sûr, hein, comme il s'agit d'un master droit fiscal et vie de l'entreprise, le but, en tout cas en master 1, c'est vraiment de vous donner l'ensemble des bases et des connaissances en droit fiscal nécessaires pour optimiser finalement eh bien, votre passage en Master 2. Donc là, on va voir la fiscalité des particuliers, la fiscalité des personnes, y compris des cours comme le contrôle fiscal notamment ou l'administration fiscale. Donc un certain nombre de cours qui effectivement, avec les travaux encadrés, avec les séminaires de recherche et de mise en pratique, devrait vous donner en tout cas une base très importante à la fin de ce Master 1. Alors bien sûr, comme le tableau l'indique, il y a une ouverture progressive vers la professionnalisation que l'on commence à entrevoir à partir du second semestre. Et vous avez un tronc commun vie de l'entreprise, vous allez avoir un certain nombre de cours avec vos collègues de pratique de droit des affaires et avec vos collègues de droit social. Par exemple, sur des cours comme le marketing ou stratégie, j'en parle puisque c'est moi qui les donne, mais des cours d'analyse financière, donc qui vous permet d'avoir aussi cette ouverture à la vie de l'entreprise, puisque, rappelons-le, le Master 1 s'appelle droit fiscal et vie de l'entreprise, mais comme d'autres masters s'appellent droit des affaires et vie de l'entreprise, droit social et vie de l'entreprise. C'est pas complètement inutile et je pense que c'est même plutôt bien de pouvoir être en contact avec d'autres collègues qui ont des profils différents, mais qui ont certainement beaucoup de choses intéressantes à dire. Slide suivant. Alors, une fois que vous avez réussi votre Master 1, on rentre dans le Master 2. Alors, bien sûr, en toute logique, hein, le Master 1 constitue une mise en œuvre des connaissances acquises en Master 1 avec beaucoup, beaucoup d'exercices, je dirais, pratiques. Le Master 2, c'est très différent dans le sens où vous n'allez pas avoir des cours à des horaires précis chaque semaine. Ça peut être le cas, mais c'est très rare. Il se peut qu'une semaine, vous ayez tel cours et puis d'autres semaines, d'autres cours. Donc, le fonctionnement n'est pas du tout le même et le calendrier apparaît beaucoup plus restreint puisqu'on s'arrête. Concrètement, on arrête les cours au mois de février alors qu'on arrête plutôt les cours au mois d'avril concernant le Master 1. Mais c'est important quand même de le souligner. Délivrance du certificat d'aptitude au management en partenariat avec l'EDEC, qui est très très apprécié justement des recruteurs, parce que ça vous donne aussi une compétence dans le management d'entreprise qui n'est pas complètement inutile quand on fait du droit fiscal. Alors, avec bien évidemment la rédaction d'un mémoire, hein, cette rédaction d'un mémoire, ça se fait à la fin du cursus. Auparavant, on ne l'a pas souligné, mais il y a la rédaction d'un rapport de stage qui est spécifique justement au stage que vous allez entreprendre. Le mémoire, ce n'est pas un mémoire de recherche, hein, c'est plutôt un mémoire appliqué. C'est de l'ordre de 40 à 50 pages sur un sujet que vous aurez choisi avec votre directeur de formation. Alors, slide suivant.
Alors, la professionnalisation, ça, c'est un élément extrêmement important en Master 2 parce que quasiment à 95%, le corps enseignant est composé de professionnels en Master 2. Alors, si on accepte moi et mon collègue Simon d'Aragon et notre jeune collègue Manon Chemin, qui sont des académiques, puisque nous sommes naturellement profs ici, mais on fait des cours qui sont relativement appliqués. Moi, je fais un cours de pratique du lobbying. Mon collègue Simon d'Aragon et ma collègue Manon Chemin font des cours vraiment appliqués. Mais le reste, ce sont des gens qui sont issus soit de la direction des finances publiques, soit d'entreprises comme EY, soit sont des avocats. Donc, véritablement, une professionnalisation assurée par des professionnels. Alors, l'élément important dans la professionnalisation, c'est l'existence de deux modules pédagogiques professionnels. Le premier, c'est l'immersion au sein. L'immersion au sein. Ah, il y a un retour, je crois, de l'immersion au sein de l'administration fiscale, c'est bon. Alors, l'immersion au sein de l'administration fiscale, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez rentrer en Master 2, vous allez contacter des inspecteurs principaux de la Direction générale des finances publiques qui vont être pendant quelques mois votre tuteur et vous serez amené à plancher sur un sujet qui les concerne directement, de fiscalité appliquée. Vous allez peut-être être en immersion, c'est-à-dire aller voir les services, voir comment se passe finalement ce qu'on appelle le service des impôts, mais qui est aujourd'hui le service des finances publiques et une obligation pour vous de restituer ça, alors c'est par groupe de 5, de restituer ça devant un jury dont M. Daragon et moi en faisons partie. Pour la petite info, jeudi maintenant qui arrive, entre 13h30 et 17h30, nous sommes à la direction d'information de la Direction générale des finances publiques, où vos collègues de Master 2 vont faire leur restitution, ils nous ont envoyé leur travail, ils ont fait un très très bon. Alors, ça plaît beaucoup parce que finalement, quand on fait de la fiscalité, on comprend mieux le fonctionnement on va dire, de ce qu'est un service fiscal, ce qui est bien utile, croyez-moi. Et l'autre élément important de la professionnalisation, c'est l'existence du droit en action. Alors, le module droit en action se fait en partenariat avec EY, EY Lille. EY Lille va venir présenter la semaine prochaine un cas de figure, alors qui oscille entre le cas réel et le cas fictif, et les étudiants vont devoir plancher pendant 4 semaines sur ce cas, qui est assez complexe, mais ils ont, on va dire, de la bouteille parce que ils arrivent en fin de leur cursus. Et il y a restitution devant les responsables d'EY et nous-mêmes au sein d'EY à la fin du mois de mars. Donc, deux éléments qui sont très appréciés, mais qui obligent l'étudiant à mettre en pratique ses connaissances. Alors, il y a des liens étroits qui sont entretenus avec l'Association française des juristes d'entreprise, dans lequel on est partie prenante avec d'autres collègues, et naturellement un stage obligatoire en fin de cursus, de 2 à 6 mois, 2 mois si vous passez le concours, 6 mois au maximum si vous voulez vous faire un stage plus important, vous avez la possibilité de le faire. En France ou à l'étranger, par exemple, il y a quelques étudiants, je viens de signer encore des conventions qui font des stages au Luxembourg. Il faut savoir qu'au Luxembourg, quand vous faites un stage, en général, c'est la période d'essai, vous êtes embauché avant même la fin du stage. Mais aussi en France, sur l'île, sur Paris, dans notamment ce qu'on appelle les Big Four et dans d'autres très très grands cabinets. Donc là, les étudiants n'ont aucun problème pour trouver un stage. Obligation leur est donnée à la fin de leur stage de faire un rapport d'une vingtaine de pages en disant ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qui leur a été utile par ailleurs. Donc, vous voyez une professionnalisation qui est très importante. Alors, les débouchés professionnels, vous avez des étudiants qui choisissent effectivement de poursuivre encore Alors, le Master 3 n'existe pas, parfois on appelle ça le Master pour le distinguer du Master 2, mais il y a la possibilité éventuellement de se perfectionner encore sur un autre Master, de faire des masters spécialisés dans les business schools, notamment HEC. Alors, ça coûte cher, disons que ce n'est pas gratuit, il faut appeler les choses comme elles sont, mais c'est une possibilité. Sinon, bien évidemment, quand vous faites du droit fiscal,
Vous pouvez devenir juriste fiscaliste, tax advisor, c'est-à-dire conseiller en matière de fiscalité. C'est le terme qui est beaucoup utilisé notamment au Luxembourg. Avocat fiscaliste, puisqu'il y a des étudiants qui passent le barreau ou qui le réussissent. Consultant junior dans les Big Four ou dans des sociétés comme Fidal ou Mazars, qui vous conduit à analyser un certain nombre de situations et y apporter des inspecteur des finances publiques. C'est pour ça que notre relation avec la Direction générale des finances publiques est importante. Vous pouvez effectivement tenter le concours d'inspecteur des finances publiques. Auparavant, disons, on fait le concours des impôts. Alors, à première vue, il y a certains étudiants qui se disent: oh là là, non, non, l'administration, c'est un métier pas sympa. Détrompez-vous, c'est un métier extrêmement intéressant. Et si vous êtes jeune et que vous rentrez comme inspecteur, vous pouvez espérer terminer votre carrière comme administrateur général des finances publiques, autant dire un poste de bons fonctionnaires, très bien payés, très intéressant. Donc, c'est quelque chose, c'est une possibilité. Vous pouvez être aussi juriste dans les banques et dans les compagnies d'assurance, parce que la fiscalité, elle est importante, la fiscalité du patrimoine notamment, la fiscalité des placements. Donc, quand même une opportunité très forte de déboucher, et nos étudiants, franchement, ont aucun problème pour trouver du travail. Ça, là-dessus, je peux témoigner de bon travail dans de bonnes sociétés. Et on espère, dans les quelques années à venir, pouvoir éventuellement pénétrer les grandes banques d'affaires. Alors, on pense à Rothschild ou à Lazare. Je pense qu'on devrait finir par y arriver parce que notre master commence à être très, très réputé. On commence à apparaître dans les classements nationaux. Donc, on fera tout pour que le master continue à rayonner. Vous pouvez compter sur. Pour terminer, dernier slide, je pense. Alors, la sélection des candidats. Vous aurez bientôt, je pense, accès à MasterSup. Donc, qu'est-ce qu'on demande justement un peu, qu'est-ce qu'on va regarder chez les candidats? On va regarder bien évidemment les notes en droit civil et en droit des affaires. Si vous avez fait de l'économie, c'est bien. Si vous n'en avez pas fait, c'est pas non plus un critère dirimant. Mais si vous êtes bon en économie, si vous avez accessoirement fait du droit fiscal, ce qui est le cas pour les DCJ, ce qui n'est pas le cas par exemple, j'avais encore une discussion tout à l'heure avec mes étudiants de DCF, c'est pas gênant parce que finalement, du droit fiscal, vous allez revoir l'ensemble du droit fiscal en master 1. Ça, c'est vraiment pas un problème. Euh, on va regarder bien évidemment les notes, mais on ne regarde pas que ça. On regarde aussi le CV, la lettre de motivation. Alors, l'entretien éventuel, moi, en général, les étudiants dont je trouve que le dossier est bon, j'hésite pas à leur passer un coup de fil en disant, bon, bah, je vous classe en tête de liste. En tout cas, je vous classe de manière à ce que ensuite vous serez pris. On a quand même été jusqu'à la 120e place, il faut le dire, cette année. Donc, bon. Et vraiment, l'étudiant que je n'ai pas envie de voir que le dossier est nul, clairement, il passe à la trappe. Hein, et c'est sans appel. Il y en a un certain nombre, il faut bien le dire, mais il y a suffisamment de dossiers pour qu'on remplisse facilement nos 35 places. Alors, une bonne connaissance du parcours, bah, c'est évident que si vous candidatez en droit fiscal, c'est quand même, vous avez une petite appétence, ou en tout cas un certain intérêt pour le droit fiscal, même si vous n'en avez jamais fait. Hein. Et puis la cohérence du projet professionnel. Alors, si vous voulez devenir juge pour enfants, bon, un master en droit fiscal, je pourrais tenter de dire, est-ce que vous êtes sûr et certain que ça vous correspond bien? Par contre, si vous voulez devenir juriste d'entreprise, mais avoir une compétence en droit fiscal, je vous dirais OK. Si vous voulez travailler dans une banque parce que vous êtes intéressé par l'optimisation des placements financiers, la fiscalité peut effectivement être intéressante. Donc, encore une fois, cohérence du projet professionnel, c'est vaste. Moi, je ne suis pas quelqu'un, c'est moi qui, en règle générale, dirige les opérations en étroite concertation avec mon collègue Simon d'Aragon. On n'hésite pas à se concerter, ce qui arrive assez souvent
quand il y a un dossier qui nous paraît un peu bizarre, ou en tout cas sur lequel on a besoin d'échanges, hein, mais ça fonctionne très très bien. Par définition, on n'est pas des gens sectaires et obtus. Je dirais qu'on est prêt à accepter des profils très différents. C'est finalement ce qui fait le charme et, je pense, la qualité aujourd'hui des recrutements qu'on a pu effectuer depuis que ce master existe, c'est-à-dire depuis 4 ans. Voilà un peu ce que je pouvais dire. J'ai essayé d'être précis. Alors, naturellement, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Eric. Y a-t-il des questions? On n'est pas dans le chat pour le moment. N'hésitez pas à prendre la parole, à allumer votre caméra, si vous souhaitez poser une question ou dans le chat également. Alors maintenant, je pense que beaucoup quand même commencent en licence 3 à repérer les parcours. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui me posent des questions un peu en amont. Il y a mes étudiants que j'ai en TD, mais je n'ai pas toutes les licences 3 en TD, comme vous le savez, mais j'ai un certain nombre d'entre vous. Ben, je vois des noms qui me sont familiers, qui sont TD avec moi. Je pense qu'il y a quand même déjà une certaine connaissance, je dirais, du parcours qui fait que on commence un peu à savoir, parce qu'on a été sur des sites, parce qu'on a interrogé les étudiants de Master 1, de Master 2, hein, qui sont très sympathiques. Il y a quand même pas mal d'informations qui circulent, hein, sur ce parcours, hein. Donc, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, hein. Tout Nous, on dit toujours aussi à nos étudiants de Master 1 et de Master 2, n'hésitez pas à porter la bonne parole. Eux sont convaincus à juste titre que leur master est intéressant. Les retours qu'on a sont bons. Donc, c'est aussi d'excellents ambassadeurs, peut-être encore plus que les directeurs de formation, parce qu'on a tendance parfois à avoir un réflexe en disant, finalement, les directeurs de formation, ils nous vendent un peu leur camelote, passez-moi l'expression. Forcément, ils vont pas dire que c'est pas bien. On n'hésite pas à aller voir les étudiants, où eux ont peut-être une parole plus libre. Mais en règle générale, euh, nos deux positions se rejoignent. à fait. Toujours pas de questions, j'ai été clair, je veux dire, bon, il y Il y a a des... pas, Ouais, il peut y avoir d'autres questions sur les débouchés ou sur les transferts potentiels du master à master 2. Alors peut-être une question qu'on peut me poser, et j'anticipe sur le fait qu'on puisse me la poser, question de certains étudiants en disant, on est en master 1, puis finalement le droit fiscal, c'est pas trop notre. Est-ce qu'il y a la possibilité à la fin de l'année de Master 1 de bifurquer sur un autre master, par exemple PDA, pratique du droit des affaires, qui est peut-être le plus proche, en tout cas, les deux ont longtemps été liés historiquement, il faut le savoir. Est-ce que c'est possible? Alors, nous, on ne s'oppose pas à un départ de l'étudiant si vraiment il n'a pas envie d'aller en Master 2. Il faut avoir l'accord, bien évidemment, de ma collègue et amie Laure Laref. Idem de l'autre côté, si on a, cette année, j'ai 33 étudiants en Master 1, s'ils passent tous en Master 2, le nombre est limité à 35, on n'a pas envie d'aller plus haut. D'ailleurs, on peut pas, clairement, on ne peut pas y aller. Il y aura 2 places pour d'éventuels transferts d'étudiants de Master 1, par exemple, droit des affaires. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui est le plus susceptible de faire des transferts vers le Master 2. S'il y en a moins, s'il y a 30 personnes qui passent en Master 1, il y a de la place pour 5 personnes. De la même manière qu'un étudiant me demandait tout à l'heure, finalement, j'ai envie d'aller faire mon Master 1 ailleurs et puis j'ai envie de revenir chez vous en Master 2. Bon, encore une fois, ce sera les capacités d'accueil, hein, en fonction de son profil, pourquoi pas. Mais ça va être limité, quoi. Si on avait 100 places, bon, là, on pourrait prendre plein de gens en Master 2. Ce n'était pas le cas auparavant, puisqu'on avait des promotions qui étaient plus petites. Et donc, il y avait toujours la possibilité de combler, on va dire,
Pour employer un langage footballistique, on prenait quelques très bons éléments pour faire une excellente équipe en Master 2 par rapport à ce qu'on avait en Master 1, que c'était déjà pas mal. Donc là, encore une fois, on peut être contraint. Si encore une fois, vous avez 35 étudiants en Master 1 qui passent tous l'année prochaine en Master 2, je prends l'exemple pour l'année, donc pas 2023-24, mais 24-25, ce qui devrait peut-être arriver. Bah, tant pis on sera peut-être amené à refuser de très bons dossiers, mais faut le savoir, hein, c'est pas impossible, mais c'est lié aux capacités d'accueil qui peuvent être très restreintes, voire inexistantes. Des Merci, Eric. questions? Et est-ce qu'il y a peut-être des personnes de l'extérieur, hors FLD? C'est que nous accueillons parfois quelques étudiants euh, hors fac? Non. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clore cette conférence. Eric, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, je pense que j'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus exhaustif. Encore une fois, hein, je suis tout à fait disposé. Si quelqu'un se rappelait d'une question plus tard, ben, on n'hésite pas à m'envoyer un mail, hein, ce que les étudiants font. Pour les étudiants qui m'ont en TD, ben, n'hésitez pas à la pause de venir me questionner. Pour les étudiants de l'extérieur, encore une fois, j'essaye de répondre très très vite aux interrogations fort légitimes, hein. Vous êtes à l'heure du choix, hein. Bon, maintenant, on commence à être rodé sur Mastersup. Donc, l'année passée, on essuyait un peu les plates. Cette année, parfaitement, on sait exactement comment ça fonctionne. Donc, voilà, hein, il y a des étudiants qui, jusqu'au dernier moment, hésitent. Un étudiant tout à l'heure me disait, j'hésite entre le droit fiscal et le droit des affaires. Je lui dis carrément, vous allez en droit fiscal si vraiment vous aimez le droit fiscal. Sinon, vous n'êtes pas, quoi. Vous risquez de souffrir par ailleurs, quoi. Et si vous êtes plutôt motivé par le droit des sociétés, le droit des affaires, bon, aller en master PDA, c'est beaucoup plus simple. Clairement, il n'y a pas de concurrence. On ne se tire pas entre les pattes, je préfère être clair, entre les collègues, que ce soit en droit social, en droit des affaires. Au contraire, on travaille en étroite intelligence, on a un excellent contact, hein. Et ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de l'étudiant, hein. Vous inquiétez pas, nos masters, on va les remplir. C'est pas un souci. Ne croyez pas qu'on essaie de piquer à l'autre en glissant des pots de banane. En tout cas, c'est pas en fac de droit qu'on fonctionne comme ça, hein. Je faut quand même préciser un certain nombre de choses. Parfois, on fantasme un peu en disant finalement, il téléphone, il fait du rentre-dedans. Bon, parce qu'on a l'impression que l'étudiant, il hésite et on a le sentiment que l'étudiant est plus un fiscaliste qu'un droit des affaires. Et on en parle souvent en amont avec ma collègue, en l'occurrence avec Laure, la REF. Bon, c'est rarement le cas entre droit social et droit fiscal, puisque les deux branches du droit étant tellement éloignées. Par contre, affaires et fiscales, effectivement, la passerelle peut être, pour certains étudiants, considérée comme étroite, quoi. Donc, on passe facilement d'un côté ou de l'autre, et il s'agit bien évidemment de ne pas se planter. Si vous avez un bon dossier, l'admission en master va déterminer peut-être la suite de votre carrière, avec, vous verrez, des cours qui sont assez différents finalement, peut-être pas encore tellement en master 1, mais en master 2, des cours que vous avez eus depuis la première année. Voilà ce que j'avais ajouté. Merci, Eric. Je ne vois pas d'autres questions. Merci Lucie. Bah, je vous propose de clore cette conférence. S'il y a d'autres questions, j'ai laissé le contact de Monsieur Olzac. Et puis, nous Tout à restons à fait, je suis à votre disposition aussi disposition. sur le site internet. Vous retrouverez tous les contacts euh, nécessaires. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à venir nous rencontrer lors de la prochaine journée porte ouverte qui aura lieu sur nos deux campus le samedi 16 mars. Et qui est Sachant que consacré, je crois, à la présentation des masters, hein. tout à fait, celle-ci sera un petit peu plus tournée Ouais. master. Donc vous retrouverez l'ensemble des responsables de formation de nos 21 masters. Donc voilà. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup, Eric. soirée à tous et à toutes. Bonne Merci soirée à tous. d'avoir participé à
cette réunion Zoom. J'espère vous avoir éclairé et vous avoir convaincu de venir en master droit fiscal, hein.